Mais qu'est-ce qui vous scandalise le plus dans la poursuite de la guerre? Mais le fait fondamental que les États-Unis n'ont aucun droit pour intervenir dans les affaires internes de notre pays. Le cas du Vietnam est particulièrement mauvais en raison de l'ampleur que l'intervention américaine a dû atteindre pour essayer d'imposer le régime que les États-Unis ont choisi. L'illégitimité de l'intervention elle-même. En fait, elle est techniquement illégale. Au fond, les gens ne sont pas des gangsters et s'ils savent ce qui se passe, s'ils savent que leur pays est impliqué dans une guerre d'agression, ils ne l'accepteront pas. Ce que je veux dire, c'est que la conspiration administrative, la bureaucratie de l'État est bien souvent composée de gens qui sont en fait des gangsters. Mais cela n'est pas vrai de l'ensemble de la population. Et c'est pour cela que les conspirations de la haute administration doivent cacher les faits au public. C'est ce qu'ont révélé les dossiers du Pentagone. Il y a une sorte de protestation intuitive ou émotive qui implique le refus d'être incorporé dans d'assez grandes institutions dépersonnalisées, soit gouvernementales, soit privées. Parmi les moyens que les pacifistes, non seulement les pacifistes, mais ceux qui sont opposés à la guerre, devraient utiliser dans ce pays, croyez-vous que la non-violence soit encore un outil adéquat? Pendant une brève période de l'évolution des mouvements étudiants américains, un très petit groupe passa à la violence, la faction Waterman. La plupart de leurs gestes furent, à mon avis, illégitimes par nature et néfastes par leurs conséquences. La faction Waterman, dont l'influence, à mon avis, a été très exagérée par les médias d'information et aussi par l'État, qui ainsi espérait supprimer les sentiments croissants d'opposition à la guerre et surtout l'escalade des critiques des institutions américaines. C'est pourquoi je crois qu'il y a maintenant beaucoup de place pour la protestation non violente, y compris la désobéissance civile, qui peut être très efficace. Je crois que l'on peut envisager la publication des dossiers du Pentagone comme une forme de résistance non violente. Et j'ai l'impression qu'elle entraînera la condamnation et l'emprisonnement d'un bon nombre. Bob Dylan donc se fait connaître dans les années 60. Et les années 60 aux États-Unis, c'est un sacré bordel. Dire que le gouvernement américain qui vend des armes, c'est vraiment un gros dégueulasse. Au mieux, on fait des allers-retours en prison. Au pire, on est tué. Dylan vient d'écrire sa première chanson, Engagé. Son premier album contient d'autres chansons qui trouvent un écho auprès des antimilitaristes. Par exemple, il y a Masters of War, les maîtres de guerre, qui s'attaquent aux vendeurs d'armes que sont devenus les États-Unis en pleine guerre froide. Bob Dylan n'est pas juste un observateur, il est aussi traversé par toutes ces questions, ces revendications qui secouent les États-Unis. De nombreuses stars de l'époque vont immédiatement reprendre ses chansons, Janis Joplin, Neil Young. N'oublions pas aussi Joan Baez, qui ira même jusqu'à aller au Vietnam. 40 ans après, la chanteuse et militante Joan Baez est retournée dans le bunker de Hanoï où elle s'était abritée pendant la guerre du Vietnam. Un voyage militant pour la paix alors que les B-52 américains bombardaient la ville. C'était la première fois que j'étais confrontée à ma propre mort, dit-elle. À l'époque, le gouvernement nord-vietnamien était heureux d'accueillir sa délégation pacifiste. La nuit, dans le bunker, chanter était un moyen de dominer sa peur. Mohamed Ali, champion du monde de boxe poids lourd. En 1967, il refuse d'être enrôlé dans l'armée pour aller se battre au Vietnam. On lui retire son titre et il n'a plus le droit de boxer. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people. Some poor, hungry people in the mud for big, powerful America. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die, you my enemy.